Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais aborder la notion de peur, de réussite et de sabotage. Alors, la peur, eh bien, la peur, on l'a vu, on l'a vu plusieurs fois, c'est quelque chose qui est soit névrotique, soit salvateur, en tout cas bien programmé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va de toute façon nous permettre de garantir notre survie. La peur est donc utile. C'est le fruit de notre programmation collective, personnelle, familiale, inconsciente, de toute façon. Et ça garantit notre survie. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, maintenant que je viens de définir la peur, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous parler d'une expérience personnelle un petit peu. Quand j'ai commencé ce métier de prof, il y a 5 ans de ça, eh bien, j'avais peur. Et je crois que tout enseignant qui n'a jamais enseigné, qui se retrouve pour la première fois devant une classe, développe une sensation de peur. Je crois que c'est difficile de faire autrement. On va être seul face à un certain nombre d'élèves, de différents âges en plus, et avec lesquels on ne sait pas forcément bien interagir. Et on a peur de ne pas savoir faire. Très souvent, les profs qui débutent ont peur. En tout cas, ceux qui n'ont pas peur, je ne sais pas s'ils sont tout à fait honnêtes quant à leurs sentiments. En tout cas, j'ai beaucoup rencontré de collègues qui avaient décrit ce phénomène-là. En ce qui me concerne, j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas être un bon prof. J'ai eu peur de ne pas être, on va dire à la hauteur, de ne pas être valable. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces peurs? Je me suis appuyé sur ces peurs pour chercher à créer un système le plus cohérent possible. Donc j'ai créé une interaction dans la classe avec des règles très verrouillées pour contraindre l'élève au maximum. Il y avait des notions de contrôle, des notions de punition. Je hurlais énormément sur certains élèves qui dysfonctionnaient dans leur comportement. Je ne tolérais rien du tout comme dysfonctionnement et je créais un climat de peur. J'étais extrêmement exigeant avec moi-même, avec les élèves aussi. Je ne tolérais absolument aucun écart. Et donc, forcément, dès l'instant où il y avait un écart, eh bien, je sanctionnais. À ce moment-là, les élèves, au bout d'un moment, ils avaient quand même un petit peu peur de venir en cours avec moi. Alors, ils m'ont tous dit, ceux qui sont passés par cette phase-là ou pendant laquelle j'enseignais, que, ça leur a fait du bien, qu'ils sentaient que j'étais exigeant mais bienveillant, parce que j'ai jamais cherché à être injuste dans mes sanctions. Je cherchais toujours à être cohérent avec les règles que j'appliquais. Ceci étant, les règles étaient quand même strictes, donc c'était pas évident. Voilà. Donc, la grande question par rapport à ça, maintenant, c'est, qu'est-ce que j'ai fait de cette peur? Il m'a fallu 5 ans. Il m'a fallu 5 ans pour comprendre que je n'avais pas forcément besoin de contraindre ou de projeter ma peur sur les élèves avec un système qui me rassurait moi, mais qui n'était pas en adéquation avec leur état personnel. Mais j'ai mis 5 ans pour comprendre qu'en fait, j'avais le rôle de guide. De les guider vers l'autonomie, de les guider vers la responsabilisation dans leur propre travail, de les guider vers leur propre définition de où se trouve leur intérêt personnel. Par la réflexion, par le dialogue, par la discussion, par le travail aussi, par le fait de leur montrer à quel point il est possible d'être exigeant vis-à-vis de soi-même, d'être pointu dans ce qu'on fait et dans ce qu'on cherche à faire, et de leur montrer que cette exigence que l'on peut avoir envers soi-même, c'est-à-dire que moi j'avais vis-à-vis de moi-même, ça pouvait les amener à quelque chose d'intéressant pour eux. Voilà. Alors maintenant, on en arrive justement au deuxième mot, la réussite. Mais c'est quoi la réussite? La réussite, c'est quelque chose quand même inhérent à chacun. Je pense que votre définition de la réussite, vous qui m'écoutez, n'est pas la même que la mienne, ni que celle des personnes qui m'écoutent pas d'ailleurs. Je crois qu'on a chacun une définition de la réussite qui est différente. La réussite, elle dépend de quoi? Elle dépend de sa propre programmation inconsciente. Elle dépend de la manière dont on a compris le monde, dont on s'est compris soi-même, et dont on cherche à évoluer à travers le monde. On court après sa réussite. Et donc, comme on court après, qu'est-ce qui se passe? On place un enjeu dans la réussite. On souhaite réussir. Et si on réussit pas, on sait qu'on va pas se sentir bien. Donc, on met vraiment de l'enjeu. Et quand on met de l'enjeu, le souci, c'est qu'on arrête de jouer. L'enjeu tue le jeu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrête de jouer et que tout devient important? On filtre toutes nos expériences. On va tout regarder pour justifier, pour filtrer, pour justifier, pour interpréter tout ce qui se passe dans les actes autour de soi, pour justifier notre programmation. Et donc, là où il y a un problème, c'est quand nos programmations sont essentiellement nourries par nos peurs. Parce qu'à ce moment-là, à chaque fois qu'on va essayer de poser un acte et qu'on va regarder autour de soi quelles en sont les conséquences, on va alimenter la croyance qu'on a en nos peurs. On va valider la manière dont on agit à chaque fois. Et donc c'est là où intervient le sabotage de soi. Pourquoi est-ce qu'on se sabote comme ça? Pourquoi est-ce que quand on voit quelque chose, on se dit j'avais bien raison de pas le faire parce que maintenant je viens de voir ce qui se passe et j'aurais pas aimé le vivre. Et du coup on n'ose pas bouger. Ça, je suppose que ça vous est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se sabote soi-même. On se sabote soi-même pour permettre
une chose, la cohérence entre ces actes et la perception qu'on en a. Pour faire coïncider nos actes avec la manière dont on les perçoit, eh bien, on va se saboter pour pouvoir continuer à alimenter nos peurs. Je vous donne comme exemple quelque chose de dévastateur pour l'humanité, la guerre des sexes. Les hommes qui sont misogynes, ou les femmes qui font des généralités sur les hommes, les féministes, extrémistes on va dire. Ces gens-là, qui considèrent que les autres sont comme ceci, ou les autres sont comme cela, ces personnes-là qui sont en souffrance à ce point-là, et qui ont besoin de saboter finalement toutes leurs histoires d'amour, toutes leurs histoires de couple, toutes leurs histoires d'ouverture à l'autre, pour pouvoir les ranger dans des étiquettes, dans des catégories, dans le fait de perdre leurs illusions, dans le fait de finalement se retrouver de plus en plus seul parce qu'on se sépare de l'autre. Eh bien, tout ça, ça se trouve dans les relations de couple qui explosent. Peut-être que vous avez connu ça aussi. Il est très difficile de sortir de cette vision sclérosante des choses, en rangeant les personnes dans deux camps différents. Parce qu'en effet, nous sommes différents. Les hommes et les femmes, nous avons des différences physiologiques, émotionnelles, physiques, etc. On a des différences, c'est évident. On ne peut que le constater, c'est un principe de réalité. Mais dans accuser réception de ces différences, éventuellement s'en réjouir parce qu'elles nous permettent d'apprendre et de se rapprocher de sa propre part, soit de féminité, soit de masculinité en fonction du sexe qui est le nôtre, eh bien, on s'en sert pour nous diviser encore plus, pour ranger les autres dans un camp. Les femmes ceci, elles sont toujours comme ça, et ceci et cela, et les hommes c'est tous des lâches, et c'est tous des ceci, c'est tous des cela. Et voilà, et on range les gens dans des cases pour se rassurer soi sur nos propres croyances et pour justifier le fait qu'on n'ait pas réussi à être dans l'amour et dans la compréhension et dans l'échange avec une personne de l'autre sexe. Et ça, je crois que c'est vraiment dommageable pour l'humanité parce que derrière, quand il y a un couple qui essaye quand même, malgré tout, qui se crée et qui a des enfants, et qu'il y a une séparation derrière du fait de ranger les gens chacun dans des cases, eh bien, c'est les enfants qui en souffrent et c'est une perte de repères dans le monde, une perte de repères non pas dans le mental, non pas dans le fait de ranger les gens dans des catégories, mais une perte de repères vis-à-vis de ce qu'est l'amour. Parce que l'amour, c'est une forme d'acceptation qui remplit tout notre être au moment où on l'aperçoit, même si on ne comprend pas ce qui se passe chez l'autre. Avant d'en arriver là, c'est pas évident. Il y a toutes nos peurs qui se programment, qui se mettent en place. Il y a toute notre démarche de réussite avec des enjeux. Il y a tous nos filtres qu'on met en exergue à chaque fois qu'on peut pour se donner raison, pour se justifier, pour se saboter soi-même. Je sais pas si vous connaissez cette dynamique de sabotage. J'espère que vous la connaissez de moins en moins, en tout cas si c'est le cas. J'espère que ce podcast vous aura permis de réfléchir par rapport à certains sujets sur lesquels vous vous sabotez vous-même. Je suis loin de faire mon donneur de leçons parce que moi-même, dans certains domaines, je me sabote, je m'en rends compte. C'est pas évident, j'ai la théorie, mais dans la pratique, c'est pas toujours si facile à mettre en place. Sur ce, je vous souhaite bon courage et bonne fin de journée à tous. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.